Il paraissait insignifiant. Au mois de juin de l'année 1942, un adolescent de 16 ans, à peine 1,65 m pour 50 kg, se présenta dans un bureau de recrutement des forces marines américaines. L'homme chargé des inscriptions ne prit même pas la peine de lever les yeux. Un léger rire, presque moqueur. Trop frêle, trop léger. La marine refusa. Les troupes aéroportées lui conseillèrent de revenir lorsqu'il aurait grandi. Pour les normes militaires, ce jeune n'avait aucune utilité. On le considérait comme une erreur, une faiblesse vivante. Mais ce jugement était aveugle. Ceux qui l'examinaient ne virent qu'un garçon. Ils ne virent pas l'arme forgée par des années de privation. Ils ne virent pas le regard aiguisé d'un jeune qui avait passé 5 années à protéger sa famille contre la faim. Ce garçon s'appelait Audie Léon Murphy. Et en moins de 3 années, celui que l'on jugeait frêle deviendrait l'équivalent d'une unité entière à lui seul, capable d'affronter un groupe ennemi au complet, debout sur un engin en flammes prêt à exploser. Mais cette histoire ne commence pas sur un champ de bataille. Elle naît dans la misère profonde des terres de coton du comté de Hunt, au Texas. Audie était le 6e enfant d'une famille de 12. Son père, un travailleur agricole sans ressources, finit par disparaître. Sa mère succomba à une maladie pulmonaire peu après que le garçon eut atteint ses 16 ans. Du jour au lendemain, le jeune de 50 kilos devint le soutien principal de ses frères et sœurs plus jeunes. Son outil principal, une carabine de calibre 22. Son moteur, la faim. Un voisin raconta plus tard que Murphy possédait une adresse incroyable. Il pouvait toucher un lièvre en mouvement à plus de 50 mètres avec une arme que la plupart des gens auraient peiné à utiliser contre une cible immobile. Murphy lui-même parlait de cela sans émotion, « Si je ne touche pas, personne ne mange ce soir ». Il ne s'agissait pas d'entraînement. C'était une question de survie. Chaque cartouche représentait de l'argent que la famille n'avait pas. Chaque tir manqué signifiait un repas en moins. Sous cette pression constante, Audie Murphy n'apprit pas seulement à tirer. Il développa une précision froide, une efficacité méthodique qui, plus tard, marquerait profondément les soldats ennemis dans plusieurs pays. Lorsque l'attaque de Pearl Harbor secoua les États-Unis, Murphy comprit que l'armée représentait une chance, un salaire régulier, 3 repas par jour, et la possibilité d'envoyer de l'argent à ses frères et sœurs. Il n'avait pourtant que 16 ans et un poids trop faible. Après avoir été écarté dans plusieurs bureaux de recrutement, il se présenta finalement dans l'infanterie régulière. Grâce à une déclaration d'âge falsifiée établie par sa sœur, les documents indiquaient qu'il avait 18 ans. Le recruteur observa un instant ce garçon qui en paraissait 14, soupira, puis tamponna les feuilles. L'armée venait sans le savoir d'accueillir une transformation née des circonstances, un jeune qui sauverait de nombreuses vies américaines, en contournant toutes les règles établies. Un camarade d'entraînement, le soldat de première classe David Mooser, raconta plus tard, « Nous pensions tous qu'il était la mascotte du groupe. Les instructeurs le bousculaient, le surnommaient le petit. Mais dès que nous arrivions au stand de tir, ses yeux devenaient aussi glacés que l'hiver. Il ne ratait jamais. Pas une seule fois. » Lorsque la compagnie B du 15e régiment d'infanterie débarqua en Sicile au mois de juillet de l'année 1943, la véritable nature de Murphy apparut. Son enfance dans la campagne l'avait habitué à se déplacer silencieusement. Il utilisait le relief comme bouclier naturel. Son tir était net, direct, assuré. Près de Palerme, son unité fut bloquée par une arme automatique ennemie. Les ordres militaires recommandaient d'attendre du soutien. La logique de Murphy était différente, chez lui, attendre signifiait avoir faim. Tandis que ses camarades restaient à couvert, Murphy se glissa seul sur le flanc, se rapprochant en utilisant les aspérités du terrain. Il neutralisa l'équipe ennemie avec des grenades, puis retourna l'arme capturée contre les soldats adverses en retraite. Le capitaine Paul Harris demanda qu'il reçoive l'étoile de bronze, écrivant « Ce soldat possède une aptitude naturelle au combat qui dépasse l'ordinaire. » Dire « au-delà de l'ordinaire » était presque insuffisant. Murphy venait de découvrir une vérité qui pèserait sur lui pour le reste de sa vie, il était exceptionnellement efficace en combat rapproché. La Sicile n'était que le début. C'est en Italie qu'il se transforma en une présence redoutée par les forces adverses. Au mois d'octobre de l'année 1943, près du fleuve Volo, l'unité de Murphy fut presque anéantie par une contre-offensive ennemie. Au lieu de battre en retraite, il se saisit d'un fusil à longue portée prêté par un camarade et resta seul pour protéger la position. À plus de 300 mètres, il mit hors de combat 5 soldats adverses. Pour cet acte, il reçut la croix de service distingué, la seconde plus haute distinction de l'armée américaine. À partir de ce moment,
il n'était plus considéré comme un simple soldat. C'était une force singulière. Le sergent William Paulson expliqua un jour sa façon d'agir, Murphy ne combattait pas sous l'impulsion de la colère. C'est ce qui le rendait impressionnant. Il restait froid, méthodique, comme s'il faisait un calcul. Il repérait une cible, l'abattait, passait à la suivante. Pas de rage, pas d'hésitation, seulement de l'efficacité. Puis vint Anzio, la tête de pont que Churchill avait qualifiée de « plage sauvage ». Là, l'ennemi déploya un blindé. La menace que l'infanterie redoute le plus. Murphy ne se contenta pas d'utiliser une arme anti-char. Il rampa vers le véhicule en exploitant chaque irrégularité du terrain, jusqu'à atteindre une distance extrêmement réduite. Il le détruisit entièrement. Pour cet exploit, il reçut sa première étoile d'argent. Murphy avait survécu à la Sicile, à Salerne, à Anzio et à Rome. Il avait été blessé. Il avait été promu au rang de sergent. Le jeune issu des champs de coton portait désormais une réputation qui le précédait. Mais au mois d'août de l'année 1944, en France, il fut confronté à une épreuve déterminante. Près de Montélimar, son peloton tomba dans une embuscade. Le lieutenant, leur commandant, fut touché immédiatement. La chaîne de commandement se brisa en un instant. Murphy n'attendit pas d'ordre. Il prit la direction du peloton. Face à une compagnie ennemie plus de 5 fois supérieure en nombre, 18 hommes contre plus d'une centaine, il organisa la défense. Pendant plus de 2 heures, il guida ses camarades, plaça ses positions, se tint exposé au feu adverse et mit personnellement hors de combat plus d'une douzaine de soldats ennemis. La ligne ne céda pas. L'armée comprit enfin qui elle avait réellement recruté. Sur le terrain, il fut promu par mérite. Le 14 octobre de l'année 1944, celui que l'on disait trop petit pour servir devint le sous-lieutenant Audie Murphy. Mais la guerre laisse des marques. En janvier de l'année 1945, Murphy n'avait que 19 ans, mais son visage en racontait 40. La plupart des camarades de son enfance étaient tombés ou gravement blessés. Il avait neutralisé plus d'une centaine de combattants ennemis. Et désormais, il se retrouvait face à la poche de Colmar, la dernière portion du territoire français encore sous contrôle du commandement allemand. L'ordre donné était clair, résister à tout prix. Pour cela, on avait dépêché des troupes aguerries, la 2e division de montagne, des hommes entraînés à survivre dans les hivers les plus rudes. Pour la compagnie B, la situation n'était pas simplement difficile. Elle semblait sans issue. En 5 jours de combats intenses, la compagnie B avait perdu plus d'une centaine d'hommes. De l'effectif initial de 187 soldats, seuls 40 restaient capables de se battre. Tous les officiers, hormis Murphy, avaient été tués ou évacués. Lui-même portait une blessure récente à la jambe, causée par des éclats de métal. Il n'en parla à personne. Le soldat Anthony Abranski décrivit ce moment, « Nous étions épuisés. La plupart n'avaient pas dormi depuis 3 jours. Beaucoup souffraient du froid au point de ne presque plus sentir leurs mains. Nos armes se bloquaient. Le sol gelé ne se laissait pas creuser. On avait l'impression d'être en fer contre la pierre. » Le 26 janvier de l'année 1945, sous un ciel gris et glacial, la compagnie B s'étendait en une ligne mince au bord de la forêt de Holz. Devant eux, 1,5 km de terrain gelé, complètement découvert. Il n'y avait aucun endroit où se cacher. Comme l'avait dit Abranski, ils étaient des cibles à découvert. Murphy avait placé sa seule défense anti-char, 2 chasseurs de chars M10, ainsi qu'une ligne téléphonique pour communiquer avec l'artillerie. C'était leur unique soutien possible. À 13 heures, l'artillerie adverse commença à frapper. Des explosions éclataient dans les cimes des arbres, projetant une pluie de métal incandescent sur le sol durci par le froid. L'attaque dura une demi-heure. Le soldat de première classe Donald Beckman fut le premier à les apercevoir. On distinguait les drapeaux fixés aux antennes des blindés ennemis, 6 chars s'avançaient, suivis d'une longue file de fantassins. Environ 250 soldats d'infanterie, vêtus de manteaux blancs adaptés à la neige, progressaient sur le champ gelé comme des silhouettes fantomatiques. La première réaction de Murphy fut de demander un tir d'artillerie. Mais l'artillerie seule ne suffirait pas, l'ennemi était trop nombreux, trop dispersé et avançait trop rapidement. À environ 600 yards, les 2 chasseurs de chars M10 ouvrirent le feu. Les premiers tirs manquèrent leur cible. Les servants, transis par le froid, avaient perdu toute sensibilité au bout des doigts. La riposte fut immédiate. Un projectile de 88 mm frappa l'arrière de l'un des M10. Le blindé s'embrasa.
L'équipage quitta la tourelle et se réfugia dans les bois. Le second M10 tenta de se repositionner, mais glissa dans un fossé glacé. Ses chenilles patinèrent sur le sol dur comme de la pierre. L'équipage dut aussi l'abandonner. Il était environ 14h20. Les deux véhicules anti-chars étaient désormais hors d'usage. L'infanterie ennemie n'était plus qu'à environ 200 mètres. La ligne allait céder. C'était le moment où tout pouvait s'effondrer. C'est alors que le lieutenant Murphy prit une décision qui défiait toute logique militaire. Il ordonna à ses 40 hommes restants de se replier vers des positions préparées plus en profondeur dans la forêt. Il cria de reculer. Mais lui ne se replia pas. Au contraire, il avança. Sous le feu croisé de l'artillerie et des mitrailleuses, il courut vers le M10 en feu. L'arrière du véhicule était dévoré par les flammes, laissant échapper une fumée noire et épaisse. À l'intérieur se trouvaient des centaines de projectiles et plus d'1 millier de litres de carburant, prêts à exploser à tout moment. Murphy ne vacilla pas. Il grimpa sur l'arrière du blindé incendié et s'empara de la mitrailleuse de calibre 50. De cette position, il était parfaitement visible. Une silhouette seule, debout sur une bombe enflammée, face à 6 chars et environ 250 fusils pointés vers lui. À l'orée du bois, le soldat Abranski l'observa, je l'ai vu monter sur ce chasseur de chars en flammes. C'est la plus grande preuve de courage que j'ai jamais vue. La mitrailleuse de calibre 50 possédait une puissance redoutable. Entre les mains de Murphy, elle devint une arme de précision chirurgicale. Le regard aiguisé du jeune chasseur des champs de coton du Texas reprit le contrôle. Pendant près d'une heure, ce jeune homme de 19 ans et 50 kilos devint une armée à lui seul. Il ne tirait pas simplement. Il évaluait, anticipait, calculait. D'une main, il tenait le téléphone de campagne, demandant des tirs d'artillerie coordonnés. De l'autre, il contrôlait la détente de la mitrailleuse. Il formait une barrière d'acier et de feu. La sergente Elma Broly, restée en bordure de la forêt, raconta que l'infanterie ennemie approcha parfois à moins de 10 mètres. Murphy neutralisait les soldats dans les chemins, dans les clairières, entre les arbres. Peu importe l'endroit où ils surgissaient, ils étaient pris dans un piège. Les blindés adverses, censés écraser les lignes en quelques secondes, se retrouvèrent bloqués. Sans infanterie pour les escorter, ils étaient impuissants. Une seule mitrailleuse, dissimulée dans un nuage de fumée noire, paralysait une attaque entière. Le sergent technicien Maurice Wald, depuis le poste de commandement, témoigna, Murphy ne tirait pas au hasard. Chaque rafale atteignait sa cible. Je l'ai vu empêcher un groupe entier de contourner notre flanc. L'ennemi essaya tout. Les tirs frappèrent le blindé. Des éclats traversèrent la jambe de Murphy. C'était sa seconde blessure du jour. Il l'ignora. Il continua. Il maintint le feu. Il réclama davantage d'artillerie. Après environ 40 minutes de tir constant, la mitrailleuse commença à perdre de sa précision. Il était en train d'épuiser ses dernières munitions. Les forces adverses à l'ouest du fleuve Rhin, la résistance commencèrent à avancer. En conséquence, environ 50 000 soldats adverses furent retirés du front, libérant les forces alliées pour lancer l'offensive finale en direction du cœur de l'Allemagne. Deux jeunes issus des champs avaient, par leur ténacité, modifié le cours de la guerre. Le 2 juin de l'année 1945, près de Salzbourg, en Autriche, le lieutenant-général Alexander Patch remit officiellement au sous-lieutenant Audie Murphy la plus haute distinction militaire du pays, la médaille d'honneur. Même la citation officielle, habituellement froide et précise, eut du mal à décrire l'ampleur de ce qu'il avait réalisé. On pouvait y lire, seul et exposé au feu provenant de 3 directions, il neutralisa plusieurs dizaines d'ennemis et fit vaciller l'assaut de leur infanterie. Pendant plus d'une heure, les forces adverses employèrent tous les moyens possibles pour le mettre hors de combat, mais il resta à son poste. Lorsque Murphy fut interrogé sur les raisons qui l'avaient poussé à monter sur un blindé en flammes, il répondit simplement, « Ils étaient en train de toucher mes amis. » Plus tard, il ajouta, « Ce n'était pas un acte héroïque. Je pensais que si une seule personne pouvait le faire, alors il n'était pas nécessaire que les autres risquent leur vie. Ce n'était jamais une question de gloire. C'était une manière directe de résoudre un problème immédiat, peu importe le danger. » Son palmarès militaire reste encore aujourd'hui inégalé. Il reçut chaque décoration attribuée pour bravoure en situation de combat que l'armée américaine pouvait remettre, certaines à plusieurs reprises. Au total, il obtint 33 distinctions, incluant la médaille d'honneur, la croix de service distinguée, 2 étoiles d'argent, la Légion du mérite, 2 étoiles de bronze et 3 cœurs pourpres.
Il fut également décoré à 5 reprises par la France et la Belgique. Le garçon que l'on jugeait trop frêle pour intégrer les forces navales devint le soldat américain le plus décoré de toute la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le conflit en Europe prit fin, les armes se turent. Audie Murphy retourna sur le sol américain. Il fut accueilli comme un héros national. Son visage apparut en couverture de Life, il participa à des défilés, fut invité à Hollywood. Il devint acteur, jouant dans plus de 40 films, dont De l'enfer et retour, où il interpréta son propre rôle. Pour le public, l'histoire semblait parfaite, l'enfant pauvre du Texas devenu symbole de victoire et de réussite. Mais ce n'était qu'une façade. La véritable bataille commença ensuite, une bataille silencieuse, invisible, intérieure. Le public ne voyait que le héros. Il ne voyait pas la fracture invisible laissée en lui. L'homme qui n'avait pas tremblé sur un blindé embrasé avait désormais peur du noir. Ce que l'on appelait à l'époque « fatigue de combat » est aujourd'hui reconnu comme un trouble de stress post-traumatique sévère. Murphy souffrait d'insomnie constante, de cauchemars récurrents, d'une vigilance extrême qui le poussait à dormir avec une arme chargée sous l'oreiller. Il n'était pas hanté par ceux qu'il avait mis hors de combat, mais par ceux qu'il n'avait pas pu sauver. Par les visages de ses camarades. Il avait survécu. Mais il n'était jamais réellement revenu. La nuit, il ne supportait plus l'obscurité. Il finit par dormir dans le garage, lampe allumée, car l'obscurité lui rappelait les patrouilles silencieuses où sa vie dépendait d'un souffle. « Je ne me souviens pas d'un temps où je n'avais pas de cauchemar », écrivit-il. « Ils sont devenus une partie de ma vie, comme respirer. C'était comme si quelque chose d'étranger s'était installé en moi. » Son premier mariage avec l'actrice Wanda Hendricks ne dura qu'un peu plus d'1 an. Elle décrivit plus tard que Murphy était 2 hommes en un. Le jour, il pouvait être chaleureux, drôle, généreux. La nuit, il redevenait un soldat en état d'alerte, parcourant la maison, arme en main, combattant des souvenirs que personne ne pouvait voir. La guerre s'était terminée pour le monde. Mais jamais pour Audie Murphy. Malgré ses 1942, il devint un garçon de 16 ans, mesurant 1,65 m et pesant 50 kg, franchit la porte d'un bureau de recrutement des Marines américains. L'officier en face de lui ne leva même pas les yeux. Il se contenta de rire. La marine? Il fut refusé pour sa taille trop faible. Les parachutistes de l'armée? On le renvoya en lui conseillant de grandir. Pour tous les critères militaires, cet adolescent représentait une anomalie. Ce gamin ressemblait à une arme qui ne pouvait pas pivoter. Aux yeux des recruteurs, il n'était rien. Ils ne virent pas l'arme façonnée par la privation. Ils ne remarquèrent pas le regard d'un chasseur qui, pendant 5 ans, avait abattu sa peur et appris à nourrir sa famille. Son nom, Audie Léon Murphy. En 30 mois, ce rejeté frêle allait devenir un régiment d'un seul homme, capable de mettre en déroute une compagnie allemande entière en grimpant sur un blindé en flammes prêt à exploser. Mais son histoire ne débute pas sur le front, elle naît dans la misère absolue des champs de coton du comté de Hunt, au Texas. Audie était le 6e d'une fratrie de 12. Son père, métayer pauvre, abandonna le foyer. Sa mère succomba à la pneumonie peu après que Audie eut fêté ses 16 ans. Du jour au lendemain, ce jeune de 50 kg devint le chef de famille, le seul soutien de ses frères et sœurs. Son arme principale, un fusil calibre 22. Sa motivation, la faim. Un voisin se souvenait de sa précision incroyable, il abattait un lièvre lancé au galop à 50 mètres avec un fusil que peu de gens auraient su manier. Audie, lui, formulait cela sans détour, si je rate, ma famille ne mange pas ce soir. Ce n'était pas de l'entraînement, c'était une question de survie, chaque cartouche coûtait de l'argent que la famille n'avait pas, chaque erreur signifiait un dîner en moins. Sous cette pression, Audie Murphy n'apprit pas seulement à tirer, il apprit à tuer. Il forgea un œil de tireur, une froide efficacité qui, plus tard, ferait frissonner des soldats ennemis à travers plusieurs pays. Après l'attaque de Pearl Harbor, il vit une opportunité, l'armée offrait un salaire fixe, 3 repas par jour et la possibilité d'envoyer de l'argent chez lui. Malgré son âge et son gabarit, et après tant de moqueries, il réussit à s'enrôler dans l'infanterie régulière. Le recruteur feuilleta une fausse déclaration signée par sa sœur, indiquant qu'il avait 18 ans, contempla ce garçon qui en paraissait 14, soupira et tamponna les papiers. L'armée américaine venait d'accepter une exception qui, sans le savoir, sauverait des centaines de vies au prix de toutes les règles. Un camarade, le soldat de première classe David Mooser, raconta, au début, on le prenait pour une mascotte. Les SGT le charriaient, l'appelaient le bébé.
Mais quand on venait au stand de tir, ses yeux bleus devenaient durs comme le gel. Il ne manquait jamais sa cible. Jamais. En juillet 1943, la compagnie B du 15e régiment débarqua en Sicile. Là, dans les reliefs, la vérité sur Murphy éclata. Élevé à la dure, il savait se déplacer sans bruit, exploiter le terrain et tirer avec une précision glacialement mortelle. Près de Palermo, alors que son unité était prise sous le feu d'une mitrailleuse allemande, la doctrine recommandait d'attendre des renforts. La doctrine d'Audi préférait la faim, ma famille ne mangera pas, pensa-t-il. Tandis que d'autres se cachaient, le jeune soldat contourna seul la position ennemie. Il neutralisa l'équipage avec des grenades et, dans un geste qui scella sa réputation, braqua leur propre mitrailleuse contre les forces qui reculaient. Le capitaine Polaris écrivit une recommandation pour une Bronze Star, ce soldat montrait une aptitude au combat hors du commun. Hors du commun n'était qu'un euphémisme. Murphy venait de découvrir une réalité qui le hantrait, il était remarquablement doué pour tuer. La Sicile marqua le début. La campagne italienne transforma ce bon soldat en un cauchemar pour les forces ennemies. À l'automne 1943, au bord du fleuve Volo, après qu'un contre-attaque ait décimé son peloton, Audi prit un fusil de précision et tint seul la position. 5 soldats ennemis tombèrent à plus de 300 mètres. Il reçut la Distinguished Service Cross, la deuxième plus haute décoration de l'armée. Il n'était plus simplement un combattant, il était une force de la nature. Le SGT William Paulson décrivit sa manière de combattre, pas avec colère, mais froide, calculée, comme un homme qui effectue des additions. Il repérait, éliminait, passait au suivant sans émotion, sans hésitation, pure efficacité. Puis vint Anzio, la plage ensanglantée que Churchill appela la plage sauvage. Face à un char allemand, Murphy n'utilisa pas seulement un bazooka, il rampait jusqu'au blindé, profitant du terrain, pour se retrouver à portée rapprochée. Il détruisit le char et gagna sa première Silver Star. Il survécut aux batailles de Sicile, Salerne, Anzio et Rome, et fut blessé. Il fut promu sergent, la réputation du gamin de la ferme le précédait. En août 1944, près de Montélimar en France, son peloton tomba dans une embuscade, le lieutenant fut tué sur le coup et la chaîne de commandement rompue. Le sergent Murphy n'attendit pas d'ordre, il prit le commandement. 18 Américains face à une compagnie allemande de plus d'une centaine d'hommes. Pendant 2 heures, il maintint une position essentielle, guida ses hommes et expose lui-même au feu ennemi, infligeant personnellement 15 pertes ennemies. Il tint la ligne. L'armée, prenant enfin conscience de ce qu'elle avait, le promut sur le champ. Le 14 octobre 1944, le garçon trop petit pour s'enrôler devint second lieutenant Audi Murphy. Mais la guerre laisse des marques, en janvier 1945, Murphy n'était plus ce gamin, à 19 ans, il en paraissait 40, après avoir vu tant d'amis tomber ou être blessés. Il avait éliminé à lui seul plus d'une centaine d'ennemis et se retrouvait face au dernier bastion allemand en France, la poche de Colmar. Hitler y avait concentré la seconde division de montagne, troupe d'élite aguerrie aux hivers norvégiens. Pour la compagnie B, la situation n'était plus dangereuse, elle semblait sans issue. En 5 jours de combats acharnés, la compagnie perdit 102 hommes. Tous les officiers, sauf Murphy, furent tués ou évacués d'un effectif initial de 187 hommes, il ne restait qu'une quarantaine de combattants. Murphy lui-même supportait une blessure à la jambe causée par des éclats. Il n'en parla à personne. Le soldat Anthony Abramski raconta l'état du groupe, nous étions anéantis, épuisés, sans sommeil depuis 3 jours, la moitié des hommes souffraient d'engelures, les mitrailleuses gelaient. Le 26 janvier 1945, l'aube était grise et mordante, la compagnie, étendue le long du lisière de la forêt de Holz, faisait face à 1,5 km de terrain glacé et découvert, un terrain de chair à canon. Murphy plaça sa seule capacité anti-char, 2 destroyers de char M10, et garda ses 40 hommes exténués. À 13 heures débuta le pilonnage d'artillerie allemand, chaque tir qu'il déclenchait possédait une force capable de broyer. À 13h40 l'attaque commença. L'arme était fiable, même sous un froid mordant. Dans les mains d'un soldat ordinaire, elle n'était qu'un instrument de feu écrasant. Dans les mains d'Audi Murphy, elle devenait un outil chirurgical. Il ne tirait pas au hasard. Il visait. Il calculait. C'était la même logique que celle du garçon du comté de Hint, traquant les lapins pour nourrir les siens. Comme le rapporta le sergent Wald, il éliminait ses cibles comme s'il se trouvait sur un pas de tir d'entraînement. Une rafale, une cible. Il repérait un soldat ennemi, le mettait hors de combat, puis passait immédiatement au suivant. L'arme était excellente, mais l'homme qui la maniait était un maître.
Le deuxième facteur était l'emplacement improbable, ce chasseur de chars M10 en flammes. Pour les soldats allemands, c'était une bombe prête à exploser. Pour Murphy, c'était la solution que personne d'autre n'aurait osé envisager. Il savait comment le feu progressait. Le M10 contenait environ 300 gallons de carburant diesel et plus d'une cinquantaine de projectiles explosifs entreposés dans sa coque. L'obus allemand de 88 mm avait touché le carburant, pas les munitions. Le blindé allait exploser, oui, mais pas immédiatement. Et surtout, la fumée épaisse qui s'en échappait formait un écran parfait. Les soldats ennemis savaient que les tirs venaient de là, mais ils ne distinguaient pas l'homme dans la fournaise. Murphy combattait depuis une forteresse en feu qu'il savait vouer à la destruction. C'était, à la fois, la décision la plus insensée et la plus brillante qui pouvait être prise. Le troisième facteur était l'amplification du feu. C'est la partie que la plupart des récits ignorent. Murphy n'était pas seulement un soldat isolé prenant position. Il était un centre de commandement mobile. Tout en tenant la mitrailleuse lourde d'une main, il gardait le téléphone d'artillerie contre son oreille de l'autre. Il dirigeait des tirs d'obusier de 105 mm à plusieurs kilomètres de distance. Il multipliait sa puissance de feu par des centaines. Les soldats ennemis ne fuyaient pas uniquement ses tirs. Ils fuyaient le ciel, qui éclatait autour d'eux sur son ordre. C'est cela qui l'amena à prononcer les mots que peu d'hommes auraient osé dire, « Tirez sur ma position ». Il était prêt à se sacrifier pour achever la mission. Le quatrième et dernier facteur était le chasseur. Des spécialistes ont tenté de recréer mathématiquement la scène, 250 soldats d'infanterie, 6 blindés, des armes automatiques, des mortiers. On estime que plus de 10 000 tirs furent dirigés contre la position de Murphy en l'espace d'une heure. Les modèles indiquent qu'il aurait dû être touché entre 15 et 20 fois. Il ne fut blessé qu'une seule fois, par des éclats. Ce n'était pas un miracle. C'était son article. L'intelligence du prédateur. L'homme qui avait appris très jeune qu'un seul tir pouvait décider d'un repas. Le docteur Dave Geman, spécialiste en psychologie du combat, décrit Murphy comme la tempête parfaite, la précision d'un chasseur, la fin d'un enfant pauvre, la distance émotionnelle née des traumatismes, et surtout, un instinct de protection si puissant qu'il surpassait l'instinct même de survie. Il ne se battait pas pour son pays. Il ne se battait pas pour la gloire. Il se battait pour ses camarades. C'est l'histoire de l'acte insensé qui changea le cours de la guerre. L'histoire d'un garçon trop frêle pour les marines, devenu la faille imprévue dans la doctrine ennemie. L'histoire du fil de piano improvisé pour réparer une machine condamnée. Son héritage, son impact véritable, est double. D'abord, il brisa le silence autour du traumatisme psychologique des combattants. Parce qu'Audie Murphy déclara publiquement qu'il en souffrait, des milliers de vétérans comprirent qu'ils pouvaient demander de l'aide. Il leur donna la permission d'être humains. Ensuite, il y eut Pamela Murphy. Elle travailla dans un hôpital pour vétérans jusqu'à l'âge de 87 ans, prenant sa retraite en 2007. Elle ne se remaria jamais. Lorsqu'elle mourut en 2010, elle fut inhumée à ses côtés au cimetière national d'Arlington. Le monde avait vu un héros. Elle avait vu un homme. Pour les recruteurs, il n'était qu'une faiblesse. Pour l'armée, il devint une arme secrète. Pour l'ennemi, une impossibilité vivante. Pour Pamela, il était quelqu'un à protéger. Et voici le fait essentiel. Ce garçon de 50 kg, jugé trop petit pour être soldat, devint l'homme qui arrêta une armée entière pour protéger ses amis. Et, en faisant cela, lui et la femme qu'il aimait sauvèrent des milliers d'autres, longtemps après que les canons se furent tus.